Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous l'avez compris on va parler de la pose longue. Alors la pose longue peut-être que vous connaissez vaguement parce qu'on vous en a peut-être parlé ou peut-être parce que c'est une technique qui peut vous intriguer. C'est une technique photographique qui généralement déclenche un wow chez beaucoup de personnes lorsqu'on voit des photos qui sont faites en pose longue. C'est une technique qui paraît assez intimidante parce qu'on se dit oui c'est complexe, c'est réservé à des photographes très avertis, professionnels, etc. Alors que vous allez le voir dans cette vidéo, la pose longue est une technique qui finalement est vraiment très accessible, qui est très simple, à condition de respecter quelques règles. Mais le but de cette vidéo sera de vous apprendre à faire le plus simplement possible de la pose longue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire de la pose longue en étant vraiment débutant. Et surtout, on peut faire de la pose longue avec très peu de matériel. Personnellement, en tant que photographe professionnel spécialisé dans le paysage, la pose longue est une technique que j'utilise quotidiennement. Et donc, ça fait des années que j'en fais. Et le but de cette vidéo sera de vous expliquer comment est-ce qu'on peut réaliser des poses longues, quel paramétrage on doit faire pour son appareil photo, de quel matériel vous avez besoin et aussi je vous donnerai des petits trucs et astuces pour améliorer vos poses longues. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, partons sur les bases et la question c'est de savoir mais qu'est-ce qu'une pose longue? Une pose longue au final c'est quelque chose de très simple, ça correspond à faire une photo avec un temps de pose long, donc d'où la pose longue, ce qui équivaut en fait en synonyme à dire en photographie avec une vitesse lente. Donc pour rappel en photographie, l'exposition, donc c'est le fait d'avoir une photo qui est ni trop claire ni trop sombre. L'exposition repose sur le fameux et qui fait souvent peur triangle d'exposition qui repose, vu que c'est un triangle sur 3 paramètres, tout d'abord la sensibilité ISO, ensuite l'ouverture et enfin la vitesse. Et donc la vitesse c'est le 3e paramètre qui va nous intéresser aujourd'hui et c'est sur ce paramètre que repose la pose longue. Dès lors, on parle de pose longue et là il n'y a pas vraiment de définition claire et précise, mais je pense qu'on peut dire qu'une pose longue commence autour d'une seconde de pause et jusqu'à plusieurs minutes, voire même au-delà. Et l'idée d'une pose longue, c'est d'avoir certains effets plutôt d'étirement, de flou, voire de disparition. Et ça, c'est la particularité de la pose longue, on en parlera juste après. Comme je viens de dire, le but d'une pose longue, donc un temps de pause qui est suffisamment long, a pour conséquence de flouter ou de lisser tout ce qui est en mouvement. Bien évidemment, tout ce qui ne bouge pas reste fixe, donc c'est le cas notamment d'un bâtiment, d'une montagne ou je ne sais quoi. Cependant, tout ce qui est en mouvement peut être flouté. Si par exemple ce qui bouge suffisamment lentement pour simplement créer un flou, si cependant l'élément qui bouge va trop vite ou alors que le temps de pause est trop long, dans ce cas-là, l'élément peut carrément disparaître. Donc concrètement, une pose longue, comme je viens de le dire, floute tout ce qui est en mouvement. C'est le cas par exemple de l'eau, donc sur la mer, l'effet lissé sur la mer. Ça peut être les rivières ou les cascades qui font en fait un effet crémeux et tout lissé. C'est le cas également des nuages qui sont totalement étirés, donc sur les clichés c'est assez impressionnant. Ce peut être aussi le cas de tout ce qui bouge, par exemple en ville, les personnes, les véhicules, etc. Ou alors, et ça c'est un effet qui est assez impressionnant, tout ce qui est lumineux et qui bouge la nuit, c'est ce qu'on appelle des filets lumineux, c'est le cas des voitures, en tout cas de tout ce qui a notamment des ampoules, etc. Et le temps de pause long fait que, en fait, ces sources lumineuses bougent et font des filets lumineux, et ça, généralement, comme je vous ai dit, ça déclenche un wow. On se dit que c'est très compliqué, alors qu'en fait, c'est très très simple. Il suffit de poser son appareil photo, mettre un temps de pause suffisamment long pour que tout ce qui bouge et soit lumineux fasse défiler, voilà. Donc, si vous avez déjà vu des photos, je sais pas, à Bordeaux, avec le tramway qui place devant la place de la Bourse, c'est une photo qui est super simple à réaliser et que vous pourrez réaliser vous-même, et vous comprendrez très vite au fur et à mesure qu'on avancera dans cette vidéo. Ensuite, on pourrait se demander, mais quel est l'intérêt de faire une pose longue? Alors, il y a plusieurs intérêts souhaités et il y a un intérêt qui est plutôt indirect et vous ne vous rendez peut-être même pas compte que jusqu'ici vous avez sans doute fait de la pose longue. En effet, lorsque la lumière vient à manquer, que vous avez vos ISO qui sont au maximum du tolérable en termes de qualité, que vous avez ouvert votre objectif au maximum, vous devez vous rendre compte, notamment en intérieur ou lorsqu'il fait nuit, que la lumière manque et dans ce cas-là, il ne vous reste plus qu'une solution, c'est d'augmenter le temps d'exposition pour arriver sur un temps de plusieurs secondes, voire même au-delà. Bon là, il fait vraiment quand même très très sombre, mais dans ce cas-là, vous faites une pose longue, c'est juste que vous avez, par exemple, de nuit, vous mettez votre appareil photo sur plusieurs secondes pour avoir une exposition correcte. Là, vous allez vous rendre compte que tout ce qui bouge est flouté, voire disparaît. Vous avez fait sans vous en rendre compte une pose longue. La deuxième raison de faire une pose longue, là, c'est d'un côté artistique, c'est d'apporter une touche
à vos images et de vouloir donner une impression, on va dire, de lissage ou alors de flou pour donner ce côté artistique à votre photographie. Comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le cas notamment sur les cours d'eau, sur les nuages ou en ville, etc. Et là, ça peut réellement apporter une touche supplémentaire à votre cliché et surtout apporter quelque chose en plus. Il y a deux grandes catégories de poses longues. D'abord, les poses longues qui sont semi-longues, donc c'est des poses longues courtes. Je sais, c'est un petit peu bizarre comme ça, mais c'est de la pose longue courte, c'est-à-dire des poses qui sont généralement autour d'une seconde, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Mais l'idée là, c'est d'avoir un temps qui est suffisamment lent, mais pas trop lent non plus, pour simplement créer une sensation de flou. Ça peut être bien, par exemple, moi j'utilise beaucoup pour du paysage, pour flouter quelque chose qui est en mouvement, c'est le cas notamment de l'eau en bord de mer, ou alors sur les cascades, etc. Ça peut être aussi pour flouter un véhicule en mouvement, pour donner cette sensation de dynamisme. Et puis vous avez des poses réellement longues, dont l'objectif est de réellement lisser tout ce qui est en mouvement. Donc là, ce sont les cascades, les torrents, les nuages, etc. Et là, on est sur plusieurs secondes, dizaines de secondes, voire plusieurs minutes. Enfin, la pose longue peut être utilisée à des fins pratico-pratiques, on va dire, c'est-à-dire pour faire disparaître précisément ce qui nous gêne et qui est en mouvement, en l'occurrence, par exemple, des personnes sur une photo. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes en ville, on est en milieu de journée, vous êtes sur une place, vous voulez capturer un monument, cependant, il y a plein de passants qui passent. Bon, là, c'est un petit peu agaçant, vous voulez une photo où il y a personne dessus. Vous pouvez bien sûr dire, je vais faire, par exemple, c'est une solution, plusieurs photos simultanées, passer par la case édition, superposer les photos et arriver à un moment où vous n'aurez plus personne dessus. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et d'ailleurs, je vous le mets, non, c'est de ce côté. Je vous le mets là et c'est une technique, bien sûr. Vous pouvez aussi choisir d'enlever les gens avec les outils de correction sur Lightroom, sur Photoshop, très bien. Cependant, la pose longue peut vous permettre de supprimer également tout ce qui bouge, c'est-à-dire que si le temps de pose est suffisamment long, il va falloir beaucoup de temps pour que la lumière rentre et fasse une bonne exposition. Résultat, si une personne marche devant vous, elle va rester tellement peu de temps au même endroit que cette information ne restera pas sur l'image et qu'une personne qui passe simplement devant votre caméra alors que vous avez un temps de pause de plusieurs secondes disparaîtra tout simplement. Bien évidemment, si vous avez des personnes qui sont plantées devant et qui restent durant tout le temps de la pause, là forcément, il n'y a pas de miracle, elles ne disparaîtront pas. Maintenant, on en arrive à la question de savoir quel matériel avez-vous besoin pour réaliser des poses longues. C'est une technique qui nécessite un petit peu de matériel, mais vous allez voir, c'est pas fou non plus. La première chose, bien évidemment, c'est d'avoir quelque chose qui prend des photos. Alors, bien sûr, ça peut être un appareil photo où on peut régler manuellement quand même les paramètres de prise de vue, notamment tout ce qui touche au triangle d'exposition. Ça, là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, tous les appareils photo le font. Mais ça peut être également un smartphone. Alors, sur les smartphones, vous avez maintenant des modes exprès, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est plutôt à la mode, justement, notamment sur les iPhones. Et alors, si vous voulez voir tout ce qu'on peut faire avec un smartphone en pose longue, je vous conseille notamment le travail de Julien, alias B-Boy, et lui, c'est un fervent défenseur des photos au smartphone, et lui, il est spécialisé sur l'iPhone, voilà. Donc, c'est réellement possible, et bien évidemment, si vous voulez faire sérieusement de la pose longue, je vous conseille davantage d'aller vers les appareils photo, où là, vous allez voir, on peut faire bien plus de choses. Pour ce qui est maintenant des objectifs, là, il n'y a pas vraiment d'obligation, enfin, en tout cas, c'est selon vos envies. On peut très bien faire de la pose longue à l'ultra grand angle comme au téléobjectif. Moi, je fais parfois de la pose longue, et c'est très intéressant, au 70-200. Cependant, le plus souvent, généralement, on va le faire plutôt au grand angle, et moi, je le fais particulièrement à l'ultra grand angle. Et vous voyez, là, j'ai mon 16-35 mm sur mon Sony, et j'irai directement monter dessus mon système de filtres. Ça, les filtres, on en parlera après, parce que c'est vraiment le plus souvent, je dirais dans 90% des situations, que je fais de la pose longue plutôt au grand angle, plutôt qu'au téléobjectif, ou même à des focales plus standards autour des 50 mm. Bien évidemment, si vous avez un objectif standard, type 18-55, 24-70, là aussi, c'est tout à fait standard, vous pouvez l'utiliser. À partir du moment où vous avez quelque chose qui laisse passer la lumière, on peut faire de la pose longue avec n'importe quel objectif. Troisième élément, et alors là, ça devient indispensable, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire de pose longue sans, et encore que il y a une astuce éventuellement, c'est le trépied. Et pour cause, puisque vous faites un temps de pose qui est long, il faut que votre appareil soit stable. Si vous faites une pose longue et que vous l'avez à main levée, en fait l'appareil photo va bouger parce que vous allez faire des micro-tremblements et votre photo sera floue. C'est peut-être ça que vous avez fait quand vous aviez votre appareil photo, vous le passez en mode nuit, vous faites votre photo, puis vous vous rendez compte que c'est flou. Pourquoi? Parce que l'appareil photo en mode nuit, pour capturer suffisamment de lumière, fait une petite pose longue, mais dès que vous bougez un petit peu, forcément c'est flou. C'est ce qu'on appelle le flou de bouger.
En fait, c'est vos micro-vibrations. Aujourd'hui, certes, avec les capteurs et objectifs stabilisés, on peut réussir à drastiquement descendre sur les temps de pause. Par exemple, sur les boîtiers Olympus, devenus maintenant OMD, on arrive à des photos nettes à 5 secondes de pause à main levée, c'est absolument fou. Sur les appareils photo des autres marques, notamment à plus grands capteurs, là c'est plus compliqué. En dessous d'une seconde de pause, malgré tout, on a malheureusement des flous de bouger qui arrivent. Bien sûr, vous pouvez bricoler, poser votre appareil photo sur un mur, sur votre sac à dos ou sur je ne sais quoi, ça fonctionne. Le tout, c'est que votre appareil soit sur un endroit qui soit absolument stable, et pour cela, forcément, le trépied est la solution la plus flexible et qui s'adaptera surtout à tous vos besoins. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée sur l'utilisation des trépieds. C'est un outil que souvent quand on débute, on ne juge pas comme essentiel, et plus on avance dans notre pratique photo, et plus, et là c'est forcément en photo de paysage, on se rend compte de l'importance d'un trépied. Je vous mets la vidéo juste ici, voilà. Donc 5 raisons d'utiliser un trépied en photo. Personnellement, j'utilise un trépied de la marque Léo Photo. Le voici, donc c'est un trépied tout en carbone. Alors là, bien évidemment, c'est un trépied qui est plutôt haut de gamme, et pour cause, moi je l'utilise dans des conditions qui sont quand même assez poussées et difficiles, donc j'ai besoin d'un trépied qui soit vraiment qualitatif. Attention, je précise, vous pouvez bien évidemment faire de la photo avec un trépied entrée de gamme à 30 €, vous commandez sur Amazon, il n'y a pas de problème là-dessus. Cependant, si vous voulez faire de la pose longue de façon un peu plus poussée, et notamment dans des environnements qui sont assez agressifs, on va dire, là, pensez à avoir un trépied qui soit quand même suffisamment stable, au moins en aluminium. Le carbone, c'est mieux, mais c'est plus cher, donc là, c'est vraiment pour une utilisation poussée. Ça sert à rien au départ quand on commence d'acheter du carbone. Il y a des investissements prioritaires. Cependant, prenez bien compte que si vous mettez votre appareil photo sur un trépied et que vous êtes sur des situations qui sont fortement en pente, que vous êtes par exemple en bord de mer avec une houle qui est là aussi assez importante et des vagues qui sont assez sportives, ou alors que vous êtes sur un torrent en montagne, dans ce cas-là, si vous n'avez pas un trépied qui est suffisamment solide, votre trépied bougera avec les vibrations et la force des éléments, et dans ce cas-là, votre photo sera floue. Donc c'est quand même dommage d'avoir de l'équipement, de faire de la pose longue et d'avoir une photo floue simplement parce que notre trépied n'est pas assez solide. Enfin, pensez une chose, c'est que si votre trépied n'est pas assez solide et stable, il peut carrément tomber, et là c'est votre matériel qui tombe avec. Et pour vous dire, moi ça m'est arrivé une fois que mon trépied tombe, et pourtant c'était mon Léo Photo, c'était au Lofoten en Norvège. Et il est tombé pourquoi? Parce qu'il y a eu une rafale de vent tellement forte qu'en fait ça a poussé l'appareil photo, je vous jure que c'est vrai, et ça m'a même moi fait reculer, c'est-à-dire que j'ai fait 2 pas en arrière et j'ai mon appareil photo qui est parti. Donc voilà, là c'est des situations extrêmes bien évidemment, mais si on n'est pas vigilant et qu'on n'a pas un trépied suffisamment solide, parfois ça peut nous jouer des tours. Simplement soyez vigilants. Si vous faites de la pose longue au bord d'un lac, etc., tranquillement, bon ben là, dans ce cas-là, un simple trépied suffit et ça suffira très très largement. Quatrième accessoire qui est vraiment utile pour faire de la pose longue, qui n'est pas indispensable, mais qui dans certains cas peut l'être, c'est la télécommande. Alors la télécommande, c'est un petit outil qui n'est pas très coûteux, mais qui va être très utile. Et pour cause, certes, vous pouvez régler directement la vitesse sur votre appareil photo. Et là, bah, c'est très simple, vous ajustez, vous tournez la molette de la vitesse. Cependant, vous allez vous rendre compte que, tout d'abord, si vous déclenchez votre pose longue et que vous appuyez sur le bouton, là, vous pouvez faire trembler votre appareil photo et ça peut déclencher un flou. Alors là, les petits malins me diront, oui, bah, il suffit de mettre un retardateur. C'est vrai, mais là vous arrivez à la deuxième limite de cette technique, c'est que la plupart des appareils photo et des marques bloquent les vitesses entre guillemets préenregistrées jusqu'à 30 secondes, et si vous voulez des temps de pause qui sont plus longs, dans ce cas-là il faut passer, donc vous tournez la vitesse, vous allez jusqu'au plus lent, donc vous faites 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes, 30 secondes, et quand vous continuez après 30 secondes de pause, vous allez vous rendre compte qu'il y a un mode manuel qui s'affiche, qui s'appelle le mode
bulb ou le mode time. Alors le mode bulb, c'est un mode manuel, tout comme le mode time. La différence entre les deux, c'est que le mode bulb, il faut rester appuyé sur le déclencheur tout le temps de la pose, alors que sur le mode time, c'est un mode où on appuie une première fois pour déclencher et une deuxième fois pour déclencher une deuxième fois et arrêter la photo. Bien évidemment, il est possible, si vous avez un hybride ou en tout cas un appareil photo suffisamment récent, de passer par les applications smartphone, ça fonctionne, mais on va pas se mentir, moi je trouve que c'est pas pratique, ça met une plombe à se connecter, il y a des déconnexions, c'est pas rapide et intuitif, enfin bref, vraiment c'est pour moi, quand on est sur le terrain, etc. et qu'on veut être efficace, c'est vraiment pas l'outil le plus adapté, alors qu'une télécommande, en fait c'est super simple, vous avez plusieurs types de télécommandes, donc ça c'est la télécommande sans fil, moi c'est celle que j'utilise, c'est une télécommande de Sony, alors la référence c'est Sony RMT P1BT, voilà, dis donc, c'est précis. Alors ça coûte, je crois, dans les 70 €. Bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'avoir une télécommande sans fil à 70 € si vous faites de la pause longue une fois tous les 36 du mois. Et il existe des alternatives. Moi, j'en ai une de secours si besoin. Ça, c'est une petite télécommande filaire qui doit coûter une vingtaine d'euros. Voilà, c'est de la marque Pixel et j'en avais déjà quand j'étais chez Nikon. Ça fonctionne très bien. Voilà, vous le branchez sur votre appareil photo, vous achetez la bonne référence et ça fonctionne très bien. Donc personnellement, la télécommande, je la sors pas tout le temps. C'est-à-dire que si j'ai une pause longue de 15 secondes, j'ai pas besoin de sortir la télécommande, je m'embête pas. Je mets mon retardateur sur 2 secondes. Ensuite, je descends la vitesse jusqu'à 15 secondes. J'appuie, hop. Ensuite, il se passe 2 secondes, la photo débute et au bout des 15 secondes, c'est réglé. Cependant, quand je dois faire des pauses longues de plus de 30 secondes, dans ce cas-là, je sors la télécommande et là, je le fais tout simplement manuellement. Et là, je peux faire des pauses longues de 45 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 1 heure. Enfin, là-dessus, c'est à vous de décider. Enfin, on arrive sur le dernier outil qui est indispensable pour faire de la pause longue, en tout cas dans certaines situations. C'est le fameux filtre ND qui fait peur à pas mal de monde. En fait, c'est un filtre qui est opaque. Donc, ND, ça veut dire à densité neutre. Et c'est un filtre qui permet de bloquer la lumière. Donc je vous en montre un qui est variable, j'expliquerai après ce que c'est. Vous voyez là, vous voyez ma tête à travers, vous voyez qu'il est opaque et au fur et à mesure que je le tourne, vous voyez que ça bloque plus ou moins de lumière et que vous me voyez plus ou moins. Donc ça c'est réellement la fonctionnalité d'un filtre ND, c'est de bloquer la lumière. Alors je vous vois venir, vous allez me dire oui mais pourquoi bloquer la lumière alors qu'en photo, généralement on a plutôt tendance à la chercher. C'est assez simple. Imaginez vous êtes en journée et vous voulez faire une pause longue, je sais pas, de 30 secondes, vous voulez flouter un lac ou je ne sais quoi, ok. Vous réglez vos ISO au plus bas, très bien, donc il y a peu de lumière qui rentre, vous fermez votre objectif, vous mettez, je sais pas, à F16, très bien, vous bloquez encore de la lumière, et vous dites, bon ben cool, maintenant j'ai plus qu'à régler ma vitesse sur 15 ou 30 secondes par exemple, et là vous vous rendez compte qu'à 30 secondes, votre image est totalement cramé, c'est-à-dire que là c'est du blanc en fait votre photo, et pour cause en journée il y a tellement de lumière dans l'environnement qui vous entoure qu'au final sans filtre il est impossible de faire une pause longue tellement il y a de lumière. Pour compenser ce surplus de lumière on va venir donc la bloquer parce que quand vous faites une pause longue vous accumulez une quantité assez astronomique de lumière et pour compenser ce surplus assez astronomique tout simplement on va venir bloquer la lumière avec un filtre ND. Donc il existe toute une variété de filtres ND, du plus opaque au moins opaque. La gradation est très simple, un filtre très peu opaque est appelé ND2, c'est le moins opaque, et ensuite plus le nombre derrière le ND est grand, plus le filtre sera opaque et bloquera de la lumière, et on arrive sur des filtres qui sont très opaques quand on est à ND avec des nombres en milliers derrière. Là on arrive sur des filtres qui vraiment bloquent énormément de quantité de lumière. Il existe des filtres ND fixes, donc des filtres que vous vissez, un filtre ND2, ND4, ND32, ND64, ND1000, etc. Et c'est une valeur fixe, c'est un peu comme une focale fixe version filtre, et il existe des filtres ND variables, donc ça c'est comme celui que j'ai sous la main, et où là vous avez plusieurs filtres ND en un. Alors je ne vais pas tout détailler, les avantages et les inconvénients, je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Simplement, sachez qu'il existe deux grandes formes de filtres ND, donc des filtres circulaires que vous venez visser à l'avant de votre objectif. Dans ce cas-là, si vous en commandez, il faut bien que le filtre soit la bonne dimension du diamètre de votre objectif. Dans ce cas-là, regardez sur votre objectif le diamètre de la lentille. Dans ce cas-là, vous commandez le bon diamètre. Et il existe aussi des filtres carrés, et eux ils vont se mettre sur un système de porte-filtre, donc c'est ceux que j'ai ici par exemple. Moi j'utilise ceux de la marque Nisi, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, et ces filtres là ils viennent carrément se glisser dans un porte-filtre qui lui se glisse directement
en tout cas se fixe à l'avant de votre objectif. Si vous voulez en savoir plus sur les systèmes de porte-filtre, là aussi j'ai fait une vidéo dédiée, je vous la mets juste ici, sur le dernier porte-filtre de la marque Nisi. Simplement pour débuter, moi je vous conseille sérieusement de ne pas partir sur un système de porte-filtre, ça on y vient vraiment quand on est expérimenté, etc. Pour débuter, moi je pense qu'il est intéressant de partir sur un simple filtre ND circulaire fixe, donc par exemple un ND64, un ND1000, on en reparlera après de savoir lequel vous pouvez éventuellement commander. Ou alors, si vous voulez quelque chose de plus polyvalent, que vous n'utilisez pas de l'ultra grand angle, dans ce cas-là, un filtre ND variable, c'est bien. Ça vous permet d'avoir plusieurs filtres en un pour une utilisation occasionnelle. Ça fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, je vous vois venir et vous dites, oui, bah c'est bien, maintenant, je vais sur mon shop préféré de photos et puis je vois qu'il y a plein de filtres ND. Oui, ok, mais alors, lequel je choisis? Je comprends rien. Comme je vous ai dit, il existe plusieurs niveaux d'opacité. Plus le nombre est petit derrière ND, moins il bloque de la lumière. Donc le moins opaque, c'est le ND2. Et je répète, les plus opaques, c'est ND avec plusieurs milliers derrière. Concrètement, pour vous donner des indications simples, moi ce que je conseille le plus souvent, c'est que si vous souhaitez faire de la pause longue de plusieurs secondes à dizaines de secondes en début et fin de journée, donc avec une luminosité qui est plutôt moyenne, je vous conseille de partir sur un filtre ND64. Maintenant, si vous préférez faire de la pause longue sur plusieurs secondes ou dizaines de secondes en pleine journée, quand le soleil est assez puissant, là je vous conseille de plutôt partir sur un filtre ND1000. Maintenant, pour vous expliquer un peu plus en détail, le filtre ND64 pour le début ou fin de journée bloque l'équivalent de 6 stops de lumière. Pour vous expliquer concrètement à quoi ça correspond, pour compenser l'opacité apportée par le filtre, si sans filtre vous avez une vitesse de 1/15 de seconde, pour compenser l'opacité du filtre, il faudra de fait ajouter 6 stops de lumière, donc grosso modo, vous allez passer de 1/15 de seconde sans filtre. Si vous mettez votre filtre devant, pour arriver à la même exposition, vous allez devoir passer à 4 secondes de pause. Si maintenant, toujours avec mes 1/15 de seconde sans filtre, je mets un filtre ND1000, donc ça c'est plutôt pour le milieu de journée, qui lui est opaque à 10 stops, donc plus opaque, pour avoir la même exposition que sans filtre à 1/15 de seconde, je vais devoir réaliser une pause longue là, qui est maintenant d'1 minute. Résultat, on choisit ces filtres ND en fonction de l'opacité dont on a besoin et en fonction des temps que l'on utilise. Le plus souvent, moi par exemple, les deux filtres ND que j'utilise le plus et de loin, c'est vraiment le ND64 et le ND1000. Comme je vous ai dit, le 64 plutôt pour le début et fin de journée, ça correspond bien au temps de pause que je cherche, et le ND1000 plutôt pour le milieu de journée. Alors maintenant, c'est l'heure de paniquer. Vous allez me dire, oh là là, il a sorti plein de chiffres, c'est compliqué, je vais jamais savoir comment trouver le bon temps de pause en fonction du filtre que j'ai, etc. Oui, mais rassurez-vous, nous sommes à l'ère du numérique, il y a des solutions extrêmement simples. Je vous en montre une. Donc, vous prenez votre smartphone, donc je vous le mets sur le côté, vous avez l'application Nisi ND Calculator, donc c'est une application qui vous permet de calculer directement le temps de pause adapté selon le filtre que vous mettez. Vous avez 3 paramètres à rentrer. Le premier, vous choisissez le filtre que vous utilisez, donc si par exemple c'est un ND64 ou un ND1000. Ensuite, vous mettez votre temps de pause sans le filtre. Donc si par exemple je suis à, allez, on avait dit 1/15 de seconde sans filtre, et ensuite si vous utilisez un mode semi-automatique avec une compensation d'exposition, vous le mettez. Si vous êtes en full manuel, bah dans ce cas-là, vous me laissez à 0, vous validez, et puis dans ce cas-là, en bas, vous avez directement le temps de pause idéal avec le filtre qui s'affiche selon vos besoins. Bref, je vous conseille vivement cette application et ça vous permettra très rapidement de faire vos calculs, et vous verrez qu'avec le temps et la pratique, à force de manipuler tous ces chiffres, etc., on arrive à les connaître un petit peu par cœur. Et surtout, je ferai une vidéo dédiée ultérieurement aux filtres et particulièrement aux filtres ND pour comprendre ces fameux chiffres derrière les ND et vous permettre de régler en plus grande précision vos clichés de pause longue selon vos besoins. Maintenant, on va se demander comment on doit régler son appareil photo pour faire de la pause longue. Alors, vous pouvez le faire en mode semi-automatique, même si ce n'est pas ce que je vais vous conseiller, parce que là, à mon sens, il faut bien gérer le triangle d'exposition. Donc, on passe, hop, en mode M. Pour ce qui est des ISO et de l'ouverture, ça, ce sera plutôt des variables d'ajustement, même si, en général, la pause longue est plutôt quand même pour la photo de paysage. Et dans ce cas-là, je vous conseille quand même, pour les ISO, de les mettre au plus bas, parce que vu qu'on va chercher un temps de pause long, si en plus on a des ISO hauts et un objectif qui est très ouvert, dans ce cas-là on va faire rentrer tellement de lumière que ça va être compliqué. Résultat, en baissant les ISO au plus bas, ce que je vous conseille, déjà vous allez diminuer la quantité de lumière et pouvoir augmenter votre temps de pause, et surtout vous aurez une qualité d'image qui sera superbe
sans trop de bruit, avec beaucoup de détails. Pour ce qui est de l'ouverture, vu que c'est le plus souvent du paysage, on va chercher à être soit sur des ouvertures moyennes, f8, f11, pour avoir une profondeur de champ suffisamment grande, et c'est ce qu'on cherche le plus souvent en photo de paysage. Si carrément vous avez besoin de bloquer le plus de lumière possible et d'avoir une très très grande profondeur de champ, dans ce cas-là, vous pouvez aller vers des ouvertures encore plus fermées, donc f14, f16. Attention à ne pas trop fermer. Si vous fermez trop, après il va y avoir de la diffraction et en termes de netteté, votre netteté va chuter sur votre image. Enfin, on ajuste la vitesse en fonction de nos besoins, et là, comme je vous ai dit précédemment, il y a deux catégories de vitesse qui peuvent arriver en fonction de l'effet de flou, de lissage souhaité. Si vous voulez faire une image qui est plutôt sur du flou, sur du dynamisme, avec par exemple, comme je disais, une vague qui est un petit peu floutée ou une personne qui bouge qui est floutée, dans ce cas-là, il faut osciller pour moi entre un sixième de seconde et peut-être une seconde dans cette tranche-là, donc c'est vraiment autour de la seconde, et après on ajuste en fonction de la vitesse de notre sujet. Ça, c'est aussi avec l'expérience qu'on s'en rend compte. Moi, personnellement, en bord de mer, j'ai souvent l'habitude de tourner autour de cette seconde, et ça dépend tout simplement de la vitesse des vagues. Plus la vague ira vite, et plus pour lui donner cet effet de flou, il va falloir que je sois rapide. Et si elle est lente, ben là c'est pareil, il va falloir que j'augmente un petit peu le temps de pause pour augmenter et compenser sa lenteur et arriver à cet effet qui est un petit peu flou. Voilà. Donc ça, c'est avec le temps, on arrive à savoir à peu près, mais c'est autour de la seconde. Si maintenant vous voulez réellement flouter les éléments, avoir une cascade lisse, avoir un plan d'eau totalement lisse, des nuages très étirés, là il va falloir être sur des temps qui sont plus longs. Pour tout ce qui bouge là aussi rapidement, par exemple une cascade, simplement des fois 2-3 secondes ça suffit très largement, tellement l'eau va vite et ça se lisse très rapidement. Plus vous allez faire un temps de pause long, plus ça sera lisse, propre, et vous aurez un meilleur rendu. Attention pour tout ce qui est les nuages par exemple, si vous avez des nuages qui vont vite, dans ce cas-là vous pouvez avoir en par exemple 30 secondes un effet très rapide. Parfois, quand les nuages vont assez lentement, il faut faire des temps de pause de plusieurs minutes pour arriver à avoir un effet vraiment étiré. Donc là, c'est toujours la règle qui est la suivante, c'est vous adaptez votre vitesse en fonction de la vitesse aussi de votre sujet. Un nuage lent, vous n'aurez pas le même temps de pause long que sur un nuage rapide, par exemple. Donc je vous montre un exemple, il y en a des tas, mais sur cette photo, par exemple, de Hamnøy en Norvège, là de tête, je suis à plus d'une minute, je crois, de pause, et vous voyez l'objectif sur la photo, je vous montre, c'était d'avoir réellement devant, ici là, un effet très crémeux sur les rochers, et d'avoir un petit peu comme une brume, et pas simplement avoir une eau qui est nette, etc. Et donc le fait d'avoir un temps de pause long, ça m'a permis aussi de vraiment accentuer l'effet de brume dans le ciel, et avoir cet effet un petit peu brumeux, et surtout de lisser l'eau au premier plan, et de réellement mettre en avant les rochers, parce que vous voyez, si vous mettez par exemple les vagues sur le premier plan, dans ce cas-là, les rochers vont être un petit peu bouchés en termes d'information, alors que là, avec cette brume, ça va plutôt faire une écume blanche et ça va les mettre en valeur. Voilà, donc ça c'est simplement pour des questions de composition et puis de choix artistiques. Enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais voir avec vous quelques petits trucs et astuces pour vous donner des tips qu'on apprend avec le temps pour améliorer vos poses longues. Alors, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est ce qui concerne la mise au point. Si vous utilisez des filtres ND, faites votre mise au point avant de mettre votre filtre ND, et pour cause, si vous mettez un filtre ND très opaque, genre un ND1000 devant votre objectif, il sera tellement opaque que votre appareil photo ne sera pas en capacité de faire la mise au point, ou alors il sera tellement en difficulté qu'il pourra rater sa mise au point, et dans ce cas-là, vous aurez une photo ratée et floue, donc c'est vraiment pas le but. Donc, ce que je vous conseille, vous faites votre mise au point, ensuite vous passez en mode manuel, vous désactivez la F, et à ce moment-là, vous mettez votre filtre ND, vous faites votre photo, et si vous bougez, vous refaites la mise au point, et vous renouvelez l'expérience comme ça, et ça vous évitera des mauvais tours. Si vous utilisez des objectifs stabilisés et que vous faites de la pose longue sur trépied, pensez surtout à désactiver la stabilisation, parce que la stabilisation va se mettre en route, alors que votre appareil photo, lui, est stable. Résultat, ça va entraîner un flou, alors qu'on espère l'inverse d'une stabilisation, et plus vous aurez une focale longue, et plus cet effet sera accentué. Moi, ça m'est arrivé parfois par inadvertance d'oublier d'enlever la stabilisation. Je fais ma première photo en pose longue au 70-200, et là, paf, c'est super flou. Ah oui, forcément, j'ai oublié de la désactiver, voilà, bébête que je suis, et en fait, ce que je fais, c'est que tout simplement, je désactive, et là, ma photo est parfaitement nette. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes un utilisateur de pose longue vraiment occasionnel et que vous comptez pas en faire non plus plus que ça, que vous n'utilisez pas un ultra grand angle, parce que sinon il y a du vignettage, je
je vous conseille d'utiliser un filtre ND variable. C'est vraiment bien parce que ça vous permet d'avoir plusieurs filtres en un. Là par exemple c'est le TrueColor de chez Nizzy. Il embarque 5 filtres en un ND2, un ND4, un ND8, un ND16 et un ND32. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de références. Et ça permet d'avoir un seul filtre plutôt que d'en avoir 5. C'est un peu plus cher à l'achat, mais vu que vous en avez plusieurs en un, au final c'est toujours moins cher par exemple que d'acheter 5 filtres fixes, et surtout ça vous permet d'être beaucoup plus flexible. Également, si lorsque vous faites votre pause longue, admettons que vous faites une pause longue de 30 secondes, vous déclenchez, il se passe 30 secondes, vous réappuyez, la photo s'arrête et votre appareil photo continue de travailler pendant encore 30 secondes, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement qu'il y a la fonction de débruitage qui est activée au sein de votre appareil photo, et pour travailler sur le débruitage de votre photo, l'appareil photo travaille le même temps que votre pause. Si vous n'avez pas envie d'attendre à chaque fois le double de temps pour votre pause longue, vous désactivez cette fonction de débruitage de l'appareil photo, et comme tout cliché, vous aurez juste à le faire dans votre logiciel d'édition, et ça m'amène à passer au point suivant. Moi je vous conseille vivement de faire de la pause longue en RAW, parce que il peut être parfois difficile de bien exposer ces clichés en pause longue, parce que sur des scènes très contrastées, un coucher de soleil, etc., dans ce cas-là, le fait d'avoir la main sur le post-traitement et d'avoir une plus grande marge de manœuvre vous permettra de mieux réussir vos clichés, de rattraper peut-être une surexposition ou une sous-exposition en modifiant les curseurs, là où sur les JPEG c'est bien plus compliqué. Enfin, entraînez-vous, et ça c'est comme pour tout en photo et dans le reste de la vie, plus on s'entraîne et meilleur on est. La pause longue, ça ne déroge pas à la règle, c'est une technique qui n'est pas vraiment compliquée dans les faits, cependant il y a des petites subtilités, on apprend à savoir quel est le bon temps selon les situations, etc. Il n'y a qu'en pratiquant que vous réussirez à bien maîtriser cette technique, mais au final c'est pas plus compliqué qu'une autre technique en photo. Bref, cette vidéo est à présent terminée, on arrive à la fin. Si vous avez des commentaires, des questions, etc., comme d'habitude, vous me mettez tout ça dans les commentaires. Simplement, moi, par rapport au filtre, vous savez ou vous savez peut-être pas, moi je suis donc photographe professionnel et je travaille en collaboration aujourd'hui avec Nizzy. Nizzy, c'est une grande marque de filtres qui aujourd'hui est plus que reconnue, et ça fait maintenant un bon 2 ans et demi que j'utilise des filtres Nizzy. Alors aujourd'hui, je suis ambassadeur pour eux et j'en suis très heureux. Cependant, je tiens à préciser que ce sont des produits que je mets en avant. Pourquoi? Parce que avant d'être ambassadeur, et en fait tout simplement, j'ai commencé en achetant mon matériel Nizzy avec mes sous, et la quasi-totalité des filtres que j'ai Nizzy, en fait je les ai acheté avant d'être ambassadeur, tout simplement parce que j'étais convaincu de la qualité de ces filtres. Et aujourd'hui, comme je vous dis, ça fait plus de 2 ans et demi que j'utilise des filtres Nizzy, des filtres divers, des filtres ND, du polarisant, du GND, du Black Mist, enfin des tas de filtres, et j'en suis particulièrement content. Il ne faut pas sous-estimer la qualité du verre d'un filtre, parce que vous n'allez peut-être pas négliger la qualité d'un objectif, peut-être pas celle de votre appareil photo. Si vous négligez la qualité d'un filtre, dans ce cas-là, vous pouvez réellement dégrader la qualité d'image, et c'est quand même dommage, surtout si on a du matériel un petit peu coûteux, de négliger simplement un filtre alors que on va mettre beaucoup d'argent sur d'autres matériels. Bien évidemment, il existe des tas d'autres marques qui font de très bons filtres, et si je vous disais le contraire, je serais d'une malhonnêteté totale, et bien évidemment, il n'y a pas que Nizzy, simplement, moi, comme je vous dis, c'est la marque que j'utilise. Si vous me demandez, j'en suis très content, et si jamais ça vous intéresse, je vous mets des liens pour découvrir tout ça, mais comme je vous ai dit, vous avez aussi d'autres marques qui le proposent. Bref, je ferai ultérieurement d'autres vidéos sur plutôt cette thématique. On fera des vidéos dédiées sur les filtres, je vous parlerai aussi de la photo de paysage, etc. Donc d'autres vidéos viendront, à côté des autres rubriques sur les logiciels, etc. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.